Bienvenue au webinaire en langue française du WDI, Droits des femmes basés sur le sexe. L'abréviation veut dire Women's Declaration International. Nous sommes la partie française de cette organisation féministe mondiale qui est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Ce remplacement, qui crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde, nous voulons le combattre et nous vous invitons à signer la déclaration avec nous. Vous la trouverez dans le lien ou sur le site internet. Aujourd'hui, ce webinaire va vous informer sur l'identité de genre, l'idéologie de l'identité de genre face à la justice et comment des femmes se retrouvent au tribunal pour défendre leurs droits basés sur leur sexe, leur droit à la liberté d'exprimer leur opinion et leur attachement à la réalité. Ghislaine Gendron et Stéphane Michel nous feront un état des lieux des procès en cours et des procès résolus, quelle qu'en soit l'issue. Ces procès sont nombreux dans le monde et nous ne pourrons pas en faire un inventaire exhaustif. En fin de webinaire, nous parlerons d'initiatives solidaires et féministes qui ont pour but de soutenir financièrement les femmes face à des procès souvent coûteux. Je donne donc maintenant la parole à Ghislaine Gendron, coordinatrice pour le Québec de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Elle va parler des conflits de droit et de toutes les causes qui se sont retrouvées devant les tribunaux spécialisés ou les cours de justice concernant le droit à la liberté d'expression ou le droit à la liberté de conscience, les droits des enfants et les droits à des traitements correspondant aux standards de qualité dans le domaine de la médecine. Des recours collectifs s'engagent au Royaume-Uni et en Californie, et des femmes doivent donc financer leur défense à partir de leurs finances personnelles, après souvent avoir perdu leur emploi. Alors, les noms que vous venez de voir défiler à l'écran, ce sont tous des noms de personnes dans différents pays qui ont dû subir des procès ou qui ont intenté des procès par rapport au conflit de droits entre les droits qui sont fondés sur le sexe ou des droits face à la santé ou la sécurité des enfants dans la médicalisation de la dysphorie du genre. Dans l'histoire récente des démocraties, je crois pas qu'il y ait eu une revendication de droits humains qui a suscité autant de contestations devant les tribunaux que celle qui est liée à l'interprétation légale de l'identité de genre et tout ce qui entoure ce concept ou cette notion, cette nouvelle notion. Les tribunaux de défense des droits de la personne, des normes du travail, les ordres professionnels, les tribunaux de juridiction civile ou criminelle ont le mandat de faire respecter des lois qui sont votées par les législateurs. La nouvelle notion d'identité de genre introduite dans nos législations sans définition légale est tellement subjective que ces tribunaux-là sont appelés à devoir se prononcer sur des conflits de droits dans des contextes qui sont souvent teintés d'activisme politique de la part des groupes concernés. Alors, parmi les conflits de droits qui sont suscités, on peut dégager ceux-ci.
Le droit à la liberté de conscience, c'est le droit à la liberté d'expression, le droit de croire. Les droits des femmes fondés sur le sexe. Les droits des homosexuels, lesbiennes et gays, qui sont fondés sur leur orientation sexuelle, donc encore hors le sexe. Et les droits des mineurs qui sont dysphoriques à obtenir des soins de santé répondant aux mêmes normes et aux standards médicaux que les autres enfants ou que les adultes. Ce sont les principaux sujets de litige que nous retrouvons dans les poursuites judiciaires ou devant les tribunaux spécialisés. Ces droits-là sont soumis à l'interprétation de l'administration publique et de pourvoyeurs de services qui paraissent de plus en plus perméables dans les sociétés occidentales et dans les milieux progressistes au discours queer, au discours sur le genre et l'idéologie de genre et au discours faisant la promotion généralement du transhumanisme, plus largement, je dirais. Parmi ces interprétations, on observe une récurrence dans les positions suivantes de la part des administrations publiques. Alors, la première, c'est la substitution de la définition de l'identité de genre à celle du sexe. La deuxième, c'est le négationnisme répandu, de plus en plus répandu, de la binarité sexuelle et de la biologie. Et la troisième, c'est la revendication de la levée des barrières sexuelles par des appels à une déstigmatisation et une banalisation des paraphilies, incluant l'exposition des enfants à l'hypersexualisation, soit en tant que spectateur ou même en tant qu'acteur. Alors, pour illustrer ça, je vous montre tout de suite deux exemples récents, là. Le premier exemple, c'est à Dallas, Texas, à gauche, là. Le 4 juin 2022, le bar gay Mister Bar and Lounge a organisé un événement de 3 heures qui était intitulé Drag the Kids to Pride, a Family Friendly Drag Show. Donc, on invitait des enfants et on présentait ça comme un événement familial. Les enfants, vous voyez, donnent des pourboires aux drag queens qui donnent un spectacle très suggestif et non approprié pour des enfants. On peut lire sur le mur à l'arrière, là, c'est écrit It's not gonna lick itself. Ça ne se léchera pas soi-même. À droite de l'écran, c'est ce qui semble être une préadolescente ou un préadolescent qui exécute des danses lascives et qui, lui, réclame des pourboires aux clients. Alors, quand les politiciens, les médias adhèrent à ces principes qui leur paraissent progressifs, soit par ignorance, soit pour gagner du capital politique, soit par crainte de subir de l'intimidation, quels sont nos recours? Des avenues encourageantes nous viennent de la Grande-Bretagne et du travail remarquable des féministes dans ce pays-là. La plus connue de toutes, c'est sans doute celle de la jeune adulte Carey Bell, la cause la plus connue de toutes. Cette cause a été très importante au Royaume-Uni, même si Carey Bell, la plaignante, n'a pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire ce qu'elle visait, c'était l'interdiction, elle aurait souhaité l'interdiction de l'administration d'hormones aux personnes mineures. Elle en a pas moins secoué les colonnes du temple. Alors, je rappelle quelques faits touchant cette cause. En décembre 2020, l'affaire initiale a été entendue à la Haute Cour supérieure britannique dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Alors, c'est une forme de procès qui permet de remettre en question des décisions d'organismes publics tels que le National Health Service Trust, qui est l'équivalent du ministère de la Santé canadien.
La Cour avait pour mandat d'examiner une contestation des pratiques de la prescription de bloqueurs de puberté aux mineurs qui étaient suivis à la clinique de genre Tavistock and Portman de Londres. La clinique est sous la juridiction du ministère de la Santé. Elle fait donc partie du système public des soins de santé. Le tribunal n'avait pas pour mandat de se prononcer sur les torts d'un cas individuel, ni sur d'éventuels dommages-intérêts pour négligence médicale. C'est une question qui est différente en droit. Le juge a estimé que des bloqueurs de puberté étaient correctement décrits par la plaignante comme étant un traitement expérimental. Il a admis que leur prescription aux enfants de moins de 13 ans impliquait une reconnaissance juridique de consentement de la part des enfants. Puis il a qualifié la capacité de consentement des enfants hautement improbable et douteux. Il a ordonné à la clinique Tavistock and Portman que le tribunal soit consulté pour toute prescription de bloqueur de puberté à des jeunes enfants de plus de 13 ans. Le 26 mars 2021, le jugement de la Haute Cour supérieure a été modifié pour transférer la responsabilité du consentement des enfants aux parents de ces enfants-là. Ensuite, comme le jugement avait été porté en appel, alors l'appel a été entendu en septembre 2021, et le jugement initial a été complètement annulé. Bon, alors l'annulation ne remettait pas en question l'incapacité psychologique d'un enfant à consentir à des bloqueurs de puberté. En fait, il contestait la pertinence pour un tribunal de jouer un rôle de médiateur dans ce domaine-là. Alors, on pourrait croire que suite à ces deux jugements-là, les enfants britanniques souffrant de dysphorie sont retournés à la case départ. Au contraire, ce jugement a eu des conséquences quand même importantes. En fait, il a forcé le gouvernement britannique à revoir les pratiques médicales de sa clinique de genre, ce qui avait été déjà fait par la Suède et la Finlande avant. Les conséquences ont été nombreuses. L'acceptation inconditionnelle des protocoles de traitement affirmatif qui étaient dérivés de l'étude hollandaise, le Dutch Protocol, a été questionné pour la première fois dans quelques journaux généralistes anglais. Britannique. Le protocole de soins affirmatifs et incontestable de la clinique Tavistock and Portman ont été enfin réexaminés grâce suite à ce procès-là. Alors, la voix de certains experts et chercheurs a été enfin entendue et crédibilisée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est des phrases qui ont été prononcées, des constatations qui ont été prononcées par le juge de première instance. Alors, les experts-chercheurs, leur voix a été entendue et crédibilisée dans les journaux, notamment celle d'une employée qui était chargée du bien-être des enfants, de leur sécurité, et qui s'appelait Sonia Appleby, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, la cause qui a été très médiatisée n'a reçu aucun écho ici au Canada. Pourtant, au même moment, le Canada était en train de voter une loi interdisant les thérapies de conversion, ce qui touchait directement ce sujet-là, le traitement aux enfants dysphoriques. Alors, je vous cite les propos du docteur David Bells, qui était un ex-directeur de la clinique Tavistock and Portman, sur le terme de thérapie de conversion, justement. Alors, Monsieur Bell dit: de nombreuses études montrent que si ces enfants sont aidés d'une manière différente, avec une attention experte et sans distinction de sexe, ils abandonnent leur souhait de transitionner. C'est la raison pour laquelle les activistes qualifient ces thérapies de conversion. C'est parce qu'elles offrent la possibilité aux enfants de désister de leur souhait de changer de genre
en leur accordant du temps et des outils pour mieux comprendre et gérer leur détresse. Alors aujourd'hui, de façon qui paraît inconcevable, des activistes militent pour que ces enfants persistent dans leur inconfort, dans leurs troubles de dissociation corporelle, et ça, c'est en invoquant des droits humains. Au Canada, comme partout ailleurs, les thérapies exploratoires des causes de la détresse psychologique de ces enfants-là, dysphoriques de genre, sont présentées par les militants transactivistes comme étant des thérapies de conversion de personnes transgenres à personnes cisgenres. Ça, c'est les termes qu'ils emploient. C'est pas les miens. Alors, la médiatisation donc de la cause de Kerabel au Royaume-Uni a forcé, comme je le disais, a forcé le gouvernement britannique à ordonner à son ministère de la Santé de mener une étude indépendante sur les traitements et les soins dispensés aux mineurs dans sa clinique de Londres. L'ancienne présidente de l'Association des pédiatres britanniques, Madame Hilary Cass, que vous voyez à l'écran, a été nommée en charge de rédiger un rapport indépendant et des recommandations au gouvernement sur les soins et les traitements pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre. Elle a publié un rapport provisoire en février 2022 qui contenait de nombreuses recommandations au gouvernement, notamment de créer un registre de données sur les mineurs qui ont eu recours à ces traitements-là. Quels sont les effets sur leur santé mentale et physique? Avaient-ils des comorbidités, ce qu'on appelle des parapsychologies associées? Pardon, pas des parapsychologies, mais des comorbidités qui n'ont pas été traitées ou évaluées, est-ce qu'ils ont persisté dans leur transition, etc. Des psychopathologies, c'est le mot que je cherchais, psychopathologies associées. Alors, le 22 avril 2022, le Times annonçait que le secrétaire d'État à la Santé, Sajid Javid, était extrêmement préoccupé parce qu'il avait lu dans le rapport provisoire Cass, notamment sur le fait que certains membres du personnel se sentent, à la clinique, se sentent sous pression pour adopter une approche affirmative et incontestable de la transition. Et que d'autres problèmes de santé mentale, ça c'est important, que d'autres problèmes de santé mentale sont éclipsés lorsque la question du genre est soulevée. Il a exprimé que le système ne répondait pas aux besoins des enfants. Donc, si l'enfant était détecté avec une dysphorie de genre, s'il avait, s'il était autiste, s'il faisait une dépression, s'il avait un trouble de personnalité limite, c'était la question de genre qui était traitée et on éclipsait, on ne traitait pas, on n'évaluait pas les autres problèmes, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a entre 30 et 50% de comorbidité chez ces enfants-là. Suivant les recommandations du rapport provisoire Cass, le gouvernement a annoncé son intention de fermer la clinique Tavistock au printemps 2023. La prise en charge des enfants dysphoriques sera faite par des centres régionaux pour assurer une approche holistique aux enfants. Qu'est-ce que c'est? Cette approche, ça veut dire que la nouvelle approche tiendra compte et traitera des psychopathologies associées, l'autisme, dépression, troubles de personnalité limite, etc., des enfants, et pas seulement des enjeux touchant le genre. Le 11 août dernier, la firme d'avocats August Goodhead au Royaume-Uni a annoncé qu'elle engageait un recours collectif contre le trust Tavistock and Portman et qui recherche d'anciens patients auxquels on a administré des bloqueurs de puberté. Alors, ils pensent avoir autour de 1000 personnes qui vont s'inscrire à ce recours collectif-là. Les documents doivent être déposés devant la Haute Cour dans les 6 mois.
Un autre recours collectif est présentement en marche en Californie, qui est engagé par une autre firme d'avocats qui s'appelle Girard & Sharp. En France, l'Observatoire de la Petite Sirène a réclamé une enquête indépendante dans un article récent qui a été publié dans l'Express. Puis au Canada, il y a seulement le National Post qui a couvert ce sujet-là et il n'y a aucune enquête qui a été demandée par des groupes. Je vais maintenant vous parler d'une cause devant le tribunal du travail qui a été logée par Sonia Appleby. Sonia Appleby était une des employées, justement, qui avait tenté de sonner l'alerte sur les pratiques de la clinique Tavistock. Elle s'est plainte que son employeur l'a exclue de ses fonctions parce qu'elle avait soulevé ses inquiétudes sur les bloqueurs de puberté et sur certaines pratiques de la clinique qu'elle avait observées à la clinique. Elle s'est également plainte d'avoir porté atteinte à sa réputation. Elle a gagné son procès en septembre 2021. Appleby était psychothérapeute expérimenté. Ses fonctions au sein de la clinique, c'était de veiller à la protection des enfants en danger de maltraitance et de s'assurer que les soins qui leur étaient fournis rencontraient les normes médicales et les standards de qualité. Par ses fonctions, elle a été amenée à noter que certains médecins ne tenaient pas soigneusement les dossiers, qui ne dépistaient pas les comorbidités de santé mentale, c'est pour ça qu'on parlait d'éclipse tout à l'heure, chez les enfants, et qui n'étaient pas cohérents non plus dans leur traitement des enfants. Elle a été officiellement réprimandée et diffamée après avoir exprimé ses inquiétudes par la direction de la clinique. On a aussi tenté de l'empêcher de remplir son rôle de protection en la mettant à l'écart. Madame Appleby a déclaré que l'action de la direction s'apparentait à une agression organisationnelle à part entière. Alors, Sonia Appleby a reçu 20 000 livres ou 30 000 $ canadiens, 23 000 euros en dédommagement, après que le tribunal ait jugé que la façon dont Tavistock & Portman l'avait traitée avait porté atteinte à sa réputation professionnelle et l'avait empêché de travailler efficacement à la protection des enfants. En fait, il l'avait tassé, comme on dit en québécois. Alors, ces causes et les autres dont je vais vous entretenir servent à construire une jurisprudence, une espèce de mur juridique là, de défense des droits des femmes et des jeunes filles qui sont impactées par l'intrusion de ce discours-là, soit dans les sphères médicales, comme on l'a vu, comme on vient de le voir, ou soit dans les sphères du droit à la liberté de conscience, soit par l'intrusion des espaces réservés des femmes, des lesbiennes, et dans le sport aussi. Les femmes britanniques nous montrent que ce mur se construit brique par brique et que chaque brique s'appuie sur les autres et participe au mur. C'est la stratégie qui a été exercée en Grande-Bretagne et qui devrait fonctionner, on l'espère, partout où l'état de droit existe. Alors, d'autres causes ont aussi envoyé des messages similaires à leur employeur. La cause de Maya Forstater, que vous connaissez peut-être, si on commence par les faits, en 2018, Maya Forstater travaillait comme consultante fiscale au siège social britannique du groupe de réflexion américain qui s'appelle Center for Global Development, CGD. Elle avait émis ses opinions sur Twitter dans le cadre d'un débat sur l'élaboration politique de reconnaissance du statut civil de l'identité de genre. Elle avait affirmé qu'elle se réservait le droit de reconnaître que dans certaines circonstances, le sexe compte. Sex matters, en anglais. Ces tweets faisaient référence à un homme transidentifié et condamné pour viol que vous voyez à droite,
Karen White. Il purgeait une peine dans une prison pour femmes parce qu'il s'identifiait femme et il y a agressé, violé des prisonnières, des détenues, des femmes détenues. Elle avait également fait référence dans ses tweets à Pippa Philip Bonds, que vous voyez à gauche, un homme qui s'habille certains jours de la semaine avec des vêtements féminins et qui, à ce titre, parce qu'il faisait ça, a remporté le prix de femme de l'année dans le secteur bancaire. Alors, Forstater avait exprimé sa conviction que le sexe est immuable, et on ne peut pas le changer, et que prétendre le contraire a des conséquences concrètes sur la vie des femmes et des jeunes filles. Alors, des membres du personnel du Center for Global Development se sont plaints que les tweets étaient transphobes. Alors, une enquête sur la conduite de Forstater a suivi ces plaintes-là, une enquête de la part de son employeur. Au moment de renouveler son contrat, on ne lui a plus proposé de travail, c'est comme ça qu'on a réglé le problème, et son contrat de bourse de visite n'a pas été renouvelé. Elle a déposé une plainte auprès du tribunal du travail en déclarant que ses opinions méritaient d'être protégées en vertu de l'article 10 de la loi sur l'égalité qui couvre les convictions philosophiques. À sa première audition au tribunal du droit du travail en 2019, sa cause avait été rejetée. Le juge Taylor de première instance avait jugé que ses opinions étaient absolutistes et qu'elles auraient pour conséquence de porter atteinte à la dignité des personnes transgenres. Alors, il a estimé que la conviction que le sexe compte, sexe matters, n'était pas digne de respect dans une société démocratique. Forstater a porté sa cause en appel en juin 2021 et la décision a été renversée par le juge Choudary. Le juge s'est référé à la Convention européenne des droits de l'homme et il a noté, je le cite, « Une personne est libre dans une société démocratique d'avoir la croyance qu'elle souhaite, sous réserve seulement de quelques exigences minimales, modestes et objectives. » Il a ajouté « La croyance critique de la poignante en matière de genre ne lui est pas propre. C'est une croyance qui est partagée par d'autres personnes et qui considère qu'il est important d'avoir un débat ouvert sur les questions concernant le sexe et l'identité de genre. » Alors, cette décision-là du tribunal a servi de base juridique pour Forstater. Elle a ensuite entamé une poursuite en dédommagement contre son employeur et la Cour a rendu son verdict le 6 juillet 2022. Le voici. Le tribunal a estimé que les décisions de ne pas offrir à Mme Forstater un contrat de travail et de ne pas renouveler sa bourse de visite ont été prises, au moins en partie, en raison de ses convictions et que ça constituait donc une discrimination directe. Les dédommagements seront déterminés dans une audience ultérieure. Le financement de l'appel de Forstater a été possible grâce au financement social. Alors, elle a récolté 60 000 livres, ce qui fait environ 91 000 $ canadiens, 70 000 euros en 3 jours, qui provenaient de 2285 dons. Plusieurs donateurs ont écrit qu'ils étaient confrontés à des problèmes similaires au travail. C'est quand même... c'est beaucoup. Ben, pas tous, là, mais quelques-uns l'ont mentionné. C'est important de le dire, là. Jusqu'à présent, elle estime que sa démarche aura coûté 300 000 livres. Lui aura coûté 460 000 $ canadiens ou 355 000 euros. Alors, les femmes n'ont pas gagné de nouveaux droits là, avec ces procès-là. Ces coûts n'ont servi qu'à réaffirmer des droits qui étaient acquis. La poursuite entamée par Alison Bailey contre son employeur est venue consolider les gains obtenus par Forstater.
brique par brique. Alison Bailey est avocate. Son employeur, c'est le Garden Court Chamber. Alors ça, c'est une firme d'avocats qui se présente comme une plaque tournante pour avocats progressistes, et je cite, qui sont engagés, je les cite là, engagés à combattre l'injustice, à défendre les droits de l'homme et à faire respecter l'état de droit. Ironiquement, Garden Court Chamber a été condamné pour discrimination à l'endroit de Madame Bailey, une lesbienne afro-américaine. Bailey adhère à ce qu'on appelle les croyances critiques en matière de genre, c'est-à-dire qu'elle a cofondé en 2019 LGB Alliance, c'est un groupe de campagne qui affirme que les tentatives d'introduire une confusion entre le sexe biologique et la notion d'identité de genre portent préjudice aux personnes LGB. On peut résumer les convictions de Bailey à ceci. Il est impossible de changer de sexe et le sexe compte, ce qui est très semblable à ce que Mme Forstater avait énoncé. Donc, elle a partagé ses positions avec ses collègues dans des réunions et des courriels et a contesté les interprétations données par le groupe de défense de droits LGBT qui conseillait sa firme sur ces questions-là. Le groupe s'appelle Stonewall. Le Garden Court Chamber, son employeur, payait le groupe Stonewall pour les conseiller sur leur politique de diversité et d'inclusion. L'interprétation de la loi selon le groupe Stonewall, c'était la suivante. Alors, les personnes devraient pouvoir s'identifier comme appartenant au sexe opposé et devraient être acceptées et aussi validées par tous les autres, pas seulement accepté, validé par tous les autres. C'est cette partie-là qui est importante. Alors, en suivant cette logique, selon Bailey, ça conduit à la conséquence suivante. Si les hommes trans identifiés sont des femmes, parce qu'ils l'affirment, et que les autres personnes sont tenues non seulement de l'accepter, mais de le valider, cela conduit à reconnaître que certaines femmes ont des pénis. Et que si des lesbiennes rejettent des hommes trans identifiés entièrement intacts comme partenaires sexuels, elles sont accusées de transphobie. Lorsque Bailey a cherché à sensibiliser à ce phénomène grotesque dans un tweet, Stonewall s'est plaint d'elle auprès de son employeur. Ce dernier a confirmé publiquement, son employeur, qu'il enquêtait sur les tweets et a ensuite accepté de donner suite, il a donné suite aux plaintes de Stonewall concernant les deux tweets. Bailey a refusé de supprimer les tweets. Madame Bailey a déposé une plainte au tribunal du travail contre Garden Court Chamber et Stonewall, l'organisme qui avait conseillé son employeur. Dans sa plainte, elle s'est dite victime de discrimination indirecte fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Elle a affirmé que Stonewall a ordonné, provoqué ou induit ce comportement illégal de la part de son employeur. En juillet 2022, le tribunal du travail a rejeté l'allégation selon laquelle le groupe de pression Stonewall s'était entendu avec son employeur pour la discriminer, mais il a condamné le Garden Court Chamber pour avoir confirmé la plainte de Stonewall et avoir ouvert une enquête sur son employé. Donc, le tribunal a reconnu que Garden Court Chamber avait discriminé et victimisé Mme Bailey et il a condamné son employeur à lui payer des dommages incluant des dommages et intérêts aggravés. Le 10 août dernier, la procureure générale de Grande-Bretagne a fait un discours dans lequel elle a tenu à clarifier certains points concernant ces conflits de droits. Elle y distinguait les droits protégés et discrimination fondée sur le sexe
et les discriminations et droits fondés sur les identités de genre, protégés aussi par le Equality Act britannique. Le ministre Braverman a dit ceci. En droit, les services non mixtes sont destinés à un seul sexe. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible d'admettre un homme biologique dans un service non mixte destiné aux femmes sans en détruire la nature intrinsèque. Dès lors que des adultes porteurs de chromosomes XY, c'est les mots qu'elle a utilisés, l'utilisent, quelle que soit la manière dont ils se définissent personnellement, le service devient mixte. Alors, le droit pour une prévenue d'être fouillée à nu par une personne de son sexe entre dans la catégorie des services non mixtes. Au début de 2022, les services de police du Royaume-Uni ont revisé leur politique de fouille à nu. Les nouvelles directives permettent aux agents s'identifiant transgenres de sexe masculin de fouiller à nu les femmes détenues. Quelques semaines après la mise en place de cette directive, les statistiques ont révélé que le nombre d'officiers de police s'auto-identifiant non-binaires au Royaume-Uni est passé de 9 à 117, une augmentation de 1200% sur l'année précédente. Le statut non-binaire est reconnu comme étant une transidentification au même titre que les autres. Les personnes non-binaires n'ont en général rien à modifier dans leur apparence ou dans leur comportement. En fait, ce sont les personnes autour d'elles qui doivent changer leur façon de s'adresser à elles en utilisant des pronoms et en adoptant des accords de grammaire impraticables en français. Alors, le sexe de ces officiers de police non-binaires n'a pas été mentionné dans l'article. Les directives du Conseil national des chefs de police précisent que les agents peuvent fouiller les personnes du même genre que celui dans lequel ils vivent. Ces directives ont été commentées par un officier de police récemment retraité qui s'appelle Cathy Larkman. Elle a écrit « C'est un coup dévastateur porté à la confiance des femmes dans la police. Tout est axé sur la sensibilité de l'agent qui effectue la fouille. » Effectivement. D'autres extraits du discours de la procureure générale. Oui, il est légal pour une école mixte de refuser à un enfant de sexe masculin qui s'identifie comme une transfille d'utiliser les toilettes des filles. Oui, c'est légal de le refuser. Oui, il peut être légal pour les écoles de refuser d'utiliser les pronoms de sexe opposé préféré d'un enfant. Cela ne constitue pas nécessairement une discrimination directe fondée sur le genre, en particulier si cela n'est pas soutenu par les parents de l'enfant ou par un avis médical. Tout cela se fait parfois sans en informer les parents, ni tenir compte de l'impact sur les autres enfants. Toute personne qui remet en question une telle approche est accusée de transphobie. À mon avis, cette approche n'est pas soutenue par la loi. C'est ce qu'elle a dit le 10 août dernier. Elle a rajouté, comme indiqué dans le rapport intérimaire CAS, alors on a vu que c'était important et qu'il avait pris sa source dans le recours de Kerabel. Alors, comme indiqué dans le rapport intérimaire CAS, il s'agit d'une transition sociale et non d'un acte neutre, médicalement neutre, qu'elle voulait dire. Il s'agit d'une intervention sérieuse qui ne doit pas être effectuée que sur l'avis d'un médecin indépendant. Les écoles et les enseignants qui procèdent à la transition sociale d'un enfant à l'insu des parents, sans leur consentement ou sans avis médical, s'exposent à une plainte pour négligence, pour violation de leur devoir de diligence envers cet enfant. Alors, la procureure semble indiquer aux parents quelles dispositions de la loi ils peuvent invoquer pour porter plainte contre l'école, contre une école qui agirait de la sorte. À propos du sport, elle dit
Oui, il est illégal pour une école de refuser à un enfant de sexe masculin qui s'identifie comme une transfille de participer à des activités sportives unisexes pour les filles. Non mixtes, autrement dit. Alors, cette exception est basée sur la performance moyenne des participants masculins et féminins, évidemment. Au Canada, les politiques de sport à l'université sont les suivantes. Les étudiants athlètes du U-Sport c'est université, pourront concourir au sein de l'équipe qui correspond à leur genre biologique ou à leur identité de genre, pourvu que les étudiants athlètes soient en conformité avec le programme antidopage canadien. Alors, j'attire votre attention au passage sur la pauvreté de la traduction ou simplement sur la confusion récurrente qu'on trouve dans ces politiques-là. J'ai aucune idée de ce que peut être un genre biologique. Et je ne crois pas que les auteurs le sachent non plus. Ils ajoutent un peu plus loin que la politique approuvée n'est pas conditionnelle à ce qu'un étudiant se soit au préalable soumis à une hormonothérapie. Donc, ils n'ont pas besoin d'abaisser leur taux de testostérone ou prendre des hormones de l'autre sexe. À propos de la liberté d'expression, la procureure générale dit ceci: affirmer que le sexe biologique d'une personne est un fait objectif ne peut être modifié constitue désormais un risque pour le statut professionnel d'une personne. La liberté de pensée, de croyance et de conscience est souvent écartée dans ce débat. C'est ce que mes amies françaises appellent le délit d'opinion. On peut supposer que ces derniers commentaires ont été inspirés par les causes Bailey et Forstater, qui ont été essentielles à la réaffirmation de la liberté d'expression des femmes qui sont critiques du genre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le genre? J'aime bien la définition qu'en avait faite l'ex-présidente de Pour les droits des femmes du Québec, Mme Diane Guilbeault, que je vous partage. Elle disait, en d'autres termes, le genre est constitué de stéréotypes qui touchent tant les comportements acquis que les comportements attendus. Ces stéréotypes influencent les responsabilités, les activités, les limites et les possibilités des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Elle ajoute que de plus le genre s'inscrit dans une hiérarchisation des valeurs qui justifie l'infériorisation du féminin. Je ne peux pas penser à rien de plus cynique et de plus cruel que des femmes perdent leur emploi ou soient censurées parce qu'elles sont critiques de la notion de genre. Une valeur qui justifie leur infériorisation. Le genre, c'est un fait social. Il relève de la sociologie. Il est tout à fait normal et même souhaitable qu'il soit examiné et remis en question. La vaste majorité des intervenants dans ces débats, y compris les médias, confondent le genre et l'identité de genre. L'identité de genre relève de la psychologie, c'est un sentiment interne, d'incongruence, diront certains, entre les rôles perçus comme attendus en raison de son sexe et un désir individuel de s'en affranchir. Il arrive que cette incongruence crée une souffrance et qu'un individu n'arrive pas à transcender la norme sociale imposée. On peut certainement le comprendre, on peut l'accueillir, accepter cette souffrance. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. C'est pas ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de valider les injonctions sociales liées aux attentes liées au sexe et de déclarer que la personne qui en souffre est de l'autre sexe. On remet en question la réalité biologique de la personne plutôt que l'injonction sociale. On propose de médicaliser des personnes physiquement en santé pour qu'elles se conforment à ces normes. La preuve en est l'American Psychological Association,
qui est chargé d'établir les normes de la pratique clinique aux États-Unis pour les enfants, définit le terme transgenre comme, alors ça c'est là, je cite là, un terme générique pour les personnes dont l'identité de genre, l'expression de genre ou le comportement ne sont pas conformes à ceux typiquement associés au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Et on nous demande de mentir. Beaucoup de médias et de politiciens confondent la critique du genre qu'ils associent à des critiques visant des individus se débattant avec leur non-conformité. Il y a un conflit de droit entre les discriminations fondées sur l'identité de genre et ceux fondés sur le sexe, parce qu'il y a une confusion dans l'interprétation des définitions de ces termes. Les termes identité de genre et expression de genre ne trouvent aucune définition légale dans la législation canadienne. Les femmes doivent se défendre pour préserver leur droit à des espaces non mixtes, leur liberté de conscience et d'expression, leur droit à participer à des compétitions sportives équitables et sécuritaires et le respect de leur orientation sexuelle. Les politiques de leurs organismes de défense sont capturées et les mandats sont détournés. Le planning familial en France n'est que le plus récent exemple. Les politiciens et les médias généralistes sont frileux, n'osent pas aborder le sujet, n'invitent pas des groupes féministes dans les consultations sur les lois les touchant très directement. Alors, comme il devient de plus en plus évident que la voix des tribunaux empruntée par nos consorts britanniques est celle qui aura un impact sur notre avenir. Mais ces recours coûtent très cher. Maya Forstater a estimé les coûts de son procès autour de 400 000 alors canadiens. Alors, des femmes doivent avoir recours au socio-financement pour se défendre parce qu'elles ont perdu leur emploi, parce qu'on ne les a pas soignées correctement ou parce qu'on cherche à les faire taire. Au Canada, Caroline Bujovski poursuit son ancien employeur et a recours au socio-financement. Vous pouvez consulter les détails de sa cause sur le lien qui va être fourni dans le chat. Et nous avons Zoé du WDI, Territoire du Nord-Ouest, qui est avec nous aujourd'hui. Elle a organisé un sociofinancement pour venir en aide aux femmes canadiennes qui devront avoir recours aux tribunaux pour défendre leurs droits. Donc, c'est en prévention qu'elle organise ça et qui sont aussi nos droits à toutes. Zoé est anglophone, mais elle va vous adresser quelques mots que je m'efforcerai de traduire pour vous communiquer les informations relatives à cette initiative. Bon, alors, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons Zoé avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous traduire parce que Zoé, comme je viens de le dire, elle est anglophone. Donc, je vais vous traduire son initiative qu'elle vient de proposer pour les femmes canadiennes qui auront peut-être recours à du socio-financement. Hi Zoe, if you can put your microphone on, okay. Welcome to our webinar. Thank you very much. That is a brilliant presentation. In case I'm going to post something in the chat in case my internet connection is not good. I'm going to post this. Elle va mettre quelque chose dans le chat, l'information au cas où sa connexion Internet tombe parce qu'elle est au territoire du Nord-Ouest. Voilà, c'est fait. Voilà. Can you say a little bit how your Yes. initiatives? Yeah, go ahead. And I'm happy to answer questions. So I'm here to discuss how to start a legal campaign because we are doing that now in Canada. The first thing we do is we start by analyzing the law
and the past court cases that are relevant. Alors, And then go ahead. OK. Alors, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles analysent les cas qui vont leur être proposés pour savoir quels sont les impacts sur les femmes canadiennes. Go ahead. And second, we look for allies and women with skills and experience. La deuxième chose, elles prennent des gens qui ont elles demandent en fait du volontariat pour des personnes qui ont de l'expérience et des habiletés. And we find we're in a very strong position with the law, with the Charter of Rights and the Human Rights Act in Canada. Et elles ont trouvé des positions intéressantes pour défendre les droits à partir de la Charte canadienne des droits et libertés. We have tremendously skilled and determined women in this group and in our other groups. Elles ont des femmes extrêmement habiles, énormément habiles dans leur groupe et dans d'autres groupes avec qui elles sont alliées. And my background is in human rights and environmental campaigns and with lawsuits. I've been in several lawsuits. Alors, elle a de l'expérience dans les politiques des droits des personnes et aussi dans l'environnement. Et what's the last thing you said? I'm sorry, you said you have experience. I've been involved in provincial lawsuits and federal lawsuits as a plaintiff. OK, elle a été impliquée dans des poursuites fédérales et provinciales comme plaignante dans les cours de justice. And my previous career was in fundraising. Et sa carrière précédente était dans la levée de fonds. Alors, elle a de l'expérience là-dedans. Now I live, yes, go ahead. So we can, the Canadian woman and women, do a person from France or other country can contribute? Est-ce que d'autres personnes peuvent contribuer aussi au fonds? I think so. Okay. I haven't tried it yet. Okay. We're just beginning. Okay. So your goal is, elle pense que oui, mais elle ne l'a pas essayé. So your goal is to reach $5,000 right now. Votre but Right. pour le présent est $5,000 pour le moment. Elle répond oui. Okay. Go ahead. And this fund is just for the first payment for the retainer for the lawyer. We are looking for, let me go ahead. Alors, ce but-là de $5,000, c'est simplement pour le premier paiement, une fois qu'elles auront trouvé un avocat pour retenir le cabinet d'avocats. Go ahead. And once we have a test case, we are looking for a test case. Okay. We will campaign for that case. OK. Alors, une fois qu'elles auront trouvé un cas qui va être un cas test, là, qui va rencontrer leurs critères, elles vont faire des campagnes de financement pour ce test-là. Thank you very much. Then, yes, go ahead. Oh, I was just going to finish by saying, then we will have we will develop slogans and video and memes and social media. That will be our campaign. Thank you. OK. Alors, ils vont avoir du matériel pour faire la campagne, dont des vidéos, des médias sociaux, etc. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? If somebody has a question, you can put it on the... pardon. Vous pouvez mettre les questions dans le chat. Elle demande, OK, is the campaign will be in French also? Est-ce que la campagne va être en français aussi? We need to find a friend who can translate and expand our reach. Yes, I'm learning French.
Alors, c'est difficile, parce que c'est encore des frais supplémentaires. It's another cost to have translation. C'est d'autres frais pour la traduction, mais si possible, elles vont essayer. So, thank you very much, Zoé. Thank you for your time. Thank you. Zoé, elle est au territoire du Nord-Ouest, alors elle est sur un autre fuseau horaire. Alors, je redonne la parole. Bienvenue, merci beaucoup. Thank you very much, Zoé. Je redonne la parole à Florence maintenant. Merci. Je vais redonner la parole à Stéphane Michel, qui est en Suisse, à Genève. Elle va parler au nom du WDI Suisse francophone, et elle va nous donner des exemples qui montrent qu'il y a de ces situations où des femmes sont devant les tribunaux, dans d'autres pays, dans de nombreux autres pays, évidemment aussi des pays qui ne sont pas francophones, et elle nous donne quelques exemples. Alors Stéphane, je te donne la parole. Merci Florence. Merci Ghislaine pour cette présentation, comme d'habitude, détaillée et documentée. C'était vraiment superbe. Je vais me livrer à un exercice un peu différent. En fait, Ghislaine a fait une présentation avec beaucoup de noms qui ont défilé, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de femmes qui se retrouvent devant la justice. Alors, en même temps, elles font des jurisprudences et elles construisent ce mur brique par brique, mais parfois un peu à leur insu. Ghislaine a parlé des actions en justice menées par des femmes qui ont été heurtées par l'idéologie du genre et ses conséquences, mais il y a aussi beaucoup de femmes tout autour du globe qui se retrouvent sur le banc des accusés pour avoir exprimé simplement, comme on le fait aujourd'hui, leur position critique du genre, notamment pour avoir simplement déclaré des choses criminelles, comme le fait qu'un homme n'est pas une femme. Donc, je ne vais pas faire une liste exhaustive pour deux raisons, parce que le temps on serait là jusqu'au mois prochain, mais aussi parce que ces procès qui sont faits aux femmes font rarement la une des grands médias, j'imagine que vous l'avez vu, et que on imagine qu'on n'a pas connaissance de toutes les affaires, et d'ailleurs pour les trouver nous-mêmes, on doit un peu aller lire différents médias féministes où on les trouve sur les réseaux sociaux. Ces femmes ont besoin de réseaux pour relayer ce qui leur arrive, que ce soit le WDI ou d'autres réseaux féministes, féministes radicales, ou alors les réseaux sociaux. Ou alors des alliances de personnes qui se battent pour les droits des personnes homosexuelles ou bisexuelles qui relaient aussi ces affaires, parce que souvent, ce sont des femmes lesbiennes qui sont visées. Je vous mettrai des liens dans le chat de ces différents médias féministes. Vous les connaissez certainement. Il y a Redox, il y a Fourth Waves, il y a Warn Women. C'est souvent des médias anglophones. Et en français, on a Tradfem, et je vous mettrai un peu d'autres médias qui commencent à parler de ce qui arrive aux femmes critiques du genre. Et je voulais juste vous montrer mon t-shirt, parce que c'est un t-shirt de circonstance. Parce que il est écrit « Au secours, elle pense des pensées que je n'aime pas. Arrêtez-la ». Et ce t-shirt est une œuvre d'une artiste britannique critique du genre qui s'appelle Birdie Rose. Et je vais vous mettre aussi son site pour alléger un peu son site dans le chat. Voilà. Alors, je vais d'abord vous parler très brièvement de Thistle Peterson, qui est une autrice, compositrice, interprète à Madison aux États-Unis, qui en fait a été citée à comparaître pour trouble de l'ordre public avec renforcement du crime de haine. Pour avoir fait quel crime, me demandez-vous? Elle a placé des autocollants féministes dans des lieux publics. Elle a été convoquée à une audience obligatoire le 27 septembre 2021, et tout en sachant que l'identité sexuelle ou l'identité de genre n'est pas une classe protégée dans le Wisconsin. Donc, personne n'a vraiment compris sur quoi reposait l'accusation de crime haineux. Et ces autocollants disaient des choses telles que Women equals adult human female. Une femme est une humaine de sexe féminin. Trans lies matter. Les mensonges trans comptent. Everything is transphobic. Tout est transphobe. Ou TERF Collective, qui est un groupe féministe américain qui lutte contre l'idéologie de genre. Au Royaume-Uni, qu'on appelle communément ou pas l'île des TERF,
il y a eu beaucoup de femmes qui se sont vues poursuivies par la police ou menées devant les tribunaux pour des crimes similaires à l'américaine dont j'ai parlé avant. Parce que si l'île des Terres a connu, enfin, le Royaume-Uni a connu beaucoup de victoires, les transactivistes sont également très actifs là-bas. Par exemple, eh bien, comme Carrie Black, Marion Miller et Erin Miller, tous trois, en fait, ont été accusés de crimes haineux pour avoir publié des tweets critiques du genre. Marion Miller, elle est écossaise, hein, c'est une féministe, et elle a publié un tweet avec un ruban, une photo d'un ruban aux couleurs vert, blanc, violet des suffragettes, qui avait été perçu comme étant un nœud de lynchage, et elle mentionnait un transactiviste. Finalement, les poursuites contre elle ont été abandonnées. Carrie Black, c'est une lesbienne irlandaise qui est cofondatrice de LGBT Alliance en Irlande. Et elle, le même transactiviste l'a poursuivie pour ses tweets où elle a fait toute une série de tweets pour la protection des enfants, de prédateurs masculins et du rôle de l'idéologie de genre dans la possibilité de permettre à des prédateurs sous couvert d'identité de genre femme d'avoir accès à des enfants. Je ne sais pas où en est son cas. Harry Miller, qui est un homme, un des rares, dont je vais parler, le seul d'ailleurs, mais son cas est intéressant, c'est qu'il a reçu la visite de la police qui voulait contrôler sa pensée suite à certains de ses tweets critiques du genre, et lui a remporté son procès. Et d'ailleurs, cette jurisprudence lui permet maintenant, avec son organisation Fair Cop UK, de soutenir des personnes en Angleterre quand quand la police leur rend visite de manière indue pour vérifier leurs pensées, parce que ça arrive en Angleterre, c'est assez fou, mais c'est arrivé notamment à Kelly J. Keane, que vous connaissez peut-être aussi comme Posy Parker. C'est une féministe, non, enfin, elle ne se nomme pas féministe, elle fait campagne pour les droits des femmes, c'est une féministe, et elle a souvent été arrêtée pour ses tweets, et récemment encore, en fait, la police est venue la voir parce que sur sa chaîne YouTube, elle aurait été indélicate envers les pédophiles. Alors voilà, en Angleterre, des femmes reçoivent la police qui vient vérifier leurs pensées. C'est quand même un petit peu inquiétant. Et puis, il y a une autre féministe en Angleterre qui, elle, a poursuivi l'université de Bristol, où elle étudiait en tant que doctorante. Elle s'appelle Raquel Rosario Sanchez, et elle les a poursuivis parce qu'ils avaient permis et encouragé son déplatformage, c'est-à-dire qu'ils avaient annulé sa conférence qu'elle devait faire à l'université de Bristol. Elle les a poursuivis pour harcèlement. Le harcèlement a été reconnu, mais en fait, elle a perdu son procès car l'université n'a pas un devoir de protection envers les élèves. Alors voilà, ça c'est quelques petits cas anglais, et maintenant on va sortir de l'Angleterre et on va faire un petit tour du monde rapide. Un cas qui se passe en Norvège, c'est une collègue du WDI Norvège, c'est Christina Ellingsen. Donc elle risque 3 ans de prison pour des tweets qui seraient prétendument haineux adressés à un homme qui prétend être une femme lesbienne. Les accusations d'Ellingsen, elles sont centrées sur son questionnement sur les raisons pour lesquelles l'association qui emploie cet homme font la promotion de la croyance que les hommes peuvent être des lesbiennes. Donc, je vais vous envoyer deux liens d'articles. Malheureusement, ils sont en anglais, mais vous pouvez utiliser DeepL. Pour lire, c'est pas mal. Je voulais vous dire que... pardon, j'ai un petit problème de son encore. Voilà. Que Ellingsen, donc, elle a été accusée par Amnesty International Norvège de harceler cet homme qui dit qu'il est une lesbienne parce qu'elle lui a dit à la télévision nationale qu'il était un homme. Vous êtes un homme, vous ne pouvez pas être une mère. Normaliser l'idée que les hommes peuvent être des mères est une forme définie de discrimination envers les femmes. C'est ce qu'elle a dit. Donc, voilà, elle fait l'objet, comme elle le dit elle-même, elle fait l'objet d'une enquête de police pour avoir fait campagne pour les droits des femmes
car pour certains groupes, le fait que les femmes et les filles soient des femmes et que les hommes ne puissent pas être des femmes, des filles, des mères ou des lesbiennes est considéré comme haineux. Et elle a un fonds de soutien, je vais vous le mettre dans le chat, c'est un fonds de soutien qui est organisé par le WDI Norvège, qui s'appelait avant WHRC, c'est pour ça que vous verrez cette appellation dans l'acronyme. Et en fait, vous y allez, vous mettez votre carte de crédit, c'est 150 couronnes norvégiennes, c'est-à-dire 15 €, 15 francs suisses ou 20 $ canadiens. Si, naturellement, vous avez et les moyens et le désir de soutenir sa campagne. Bien sûr, nous ne sommes pas en Norvège, enfin, je ne sais pas si vous y êtes, mais moi, je n'y suis pas. Mais Maya Forstater, Alison Bailey, Sonia Appleby et Kira Bell, ces héroïnes dont nous a parlé Ghislaine, ont toutes fait des campagnes de collection d'argent public et des femmes de tous les pays ont participé à hauteur des fois justement de 15-20 francs parce que pour construire ce mur de briques, pour avoir des jurisprudences. Donc, si on a les moyens, et qu'on peut se permettre, c'est vrai qu'on peut participer à des campagnes qui ne sont pas dans nos pays, mais qui nous permettent d'avoir une visibilité et de créer des jurisprudences dans d'autres pays. C'est important. Voilà. Je vais vous parler au Canada de Amy Eileen Ham, qui fait l'objet d'une enquête du British Columbia College of Nurses, donc le collège des infirmières de Colombie-Britannique. Et elle dit, c'est parce qu'elle croit que le sexe biologique est réel. C'est une féministe assez engagée, mais la raison pour laquelle elle s'est retrouvée, en fait, elle fait l'objet d'une enquête et qui ferait que si elle est jugée coupable de transphobie ou de crimes de haine, ou, enfin, ce qu'il lui reproche, elle pourrait perdre son travail. Et en fait, l'accusation de transphobie, c'est parce qu'elle a notamment contribué à publier une affiche de soutien à l'autrice J.K. Rowling. Voilà, donc c'est tous des crimes, on peut bien le comprendre, affreux et qui méritent la prison, n'est-ce pas? Ou la fin de sa vie. Je plaisante donc. Et enfin, alors là, ça devient vraiment grave, c'est au Brésil. Isabella Sepa, qui est une féministe brésilienne qui tweete beaucoup, elle fait face à 25 ans de prison parce qu'elle a appelé un politicien qui s'identifie comme étant une femme, donc un homme qui dit qu'il est une femme, qui avait en fait, elle a vu sur Instagram qu'il était la femme la mieux élue de Sao Paulo. Et puis, elle a dit, mais quelle tristesse que la femme la mieux élue de Sao Paulo soit un homme. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait, c'est le crime dont elle est accusée. Et eh bien, on lui envoie tout notre soutien, parce que 25 ans de prison pour juste dire un fait biologique, ça fait quand même très peur. Voilà, donc j'ai fait mon mini tour rapide, j'ai parlé vite, j'espère que c'était clair, mais je trouvais important de mentionner ces cas-là parce qu'ils arrivent près de chez nous, à nos portes, de l'autre côté de la planète, et c'est toujours quand même pour des choses vraiment qui, il y a 5 ans ou il y a 20 ans, les gens seraient tombés par terre de savoir qu'une femme risque de la prison pour dire qu'un homme est un homme. Donc, on va continuer à le dire, et si c'est nous qui devons faire jurisprudence en Suisse, au Canada ou en France, je crois que mes collègues ici présentes sont peut-être prêtes à prendre ce risque. Zoé dit que Amy Ham, qui est au Canada, serait peut-être un très bon test case. Quelqu'un me demandait dans le chat quel genre de test case, de cas test il cherche. Ben, j'imagine que comme partout, c'est des cas qui peuvent faire jurisprudence, en fait, où il faut vraiment essayer de s'assurer que c'est quelque chose qui peut gagner. Oui, je vous remonte le t-shirt qui vient en plusieurs couleurs. Je ne veux pas faire la promo. Elle fait plein de t-shirts. Les hommes ne sont pas des femmes. Elle est très active. Et j'ai mis son lien sur le chat. Elle a aussi une chaîne YouTube. Puisqu'on voulait terminer par une seule information, puisqu'on est dans les questions des fonds de soutien, je voulais vous informer que notre organisation qui s'appelle CQFD Lesbiennes Féministes soutient aussi tous les cas de lesbophobie, et on peut analyser les cas d'attaque
qu'on vient de citer pour des cas de lesbophobie, quand on s'en prend à une lesbienne qui a voulu parler de la réalité, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas des femmes, ce qui est quand même simple. Oui, et donc ce fonds de soutien accompagne en fait des jeunes femmes, des femmes qui souhaitent entamer une action judiciaire. Notre organisation contribue aux frais d'avocate. Évidemment, nous accompagnons aussi ces cas-là. Et depuis le début, nous avons déjà soutenu une quinzaine de cas. Mais si jamais ce genre de situation vous arrivait, vous, lesbiennes, eh bien, contactez-nous. Je vous remercie toutes. Et puis, au prochain webinaire qui aura lieu le premier dimanche du mois d'octobre. À bientôt.